La Nouvelle-Zélande, une terre de contraste aux antipodes de l'Europe qui fait rêver les cœurs d'enfants. Deux îles aux paysages grandioses. Un décor de contes de fées avec des cascades et des forêts qui s'étendent à perte de vue. C'est aussi l'alliance du feu, avec des volcans en activité. Et de l'eau, avec des côtes escarpées et de longues plages de sable fin. La Nouvelle-Zélande est un pays de cocagne, avec une faune particulièrement riche. De nombreux Européens y sont partis à l'aventure et sont entrés dans l'histoire locale. Julius von Haast a exploré le territoire au XIXe siècle. Bendix Hallenstein a développé l'industrie néo-zélandaise et marqué la vie politique. Aujourd'hui encore, la Nouvelle-Zélande attire de nombreux Européens. Uwe Kaulfuss étudie son passé géologique. D'autres s'intéressent à ses volcans et à ses sources chaudes. C'est le cas de Nico Fournier, un vulcanologue passionné. La Nouvelle-Zélande s'enorgueillit d'une longue tradition agricole. Regina Bernbeck s'occupe de 30 000 moutons. Le pays possède également des rivières aurifères. Daniel Gerber et Johnny Reichelt les connaissent bien. Ils sont chercheurs d'or. Des cétacés s'ébattent au large des côtes néo-zélandaises. Jochen Tseschmar est biologiste marin. Il a un faible pour les cétacés les plus timides. Depuis toujours, la Nouvelle-Zélande attire les talents les plus variés. Le géologue allemand Julius von Haast arrive au XIXe siècle. Mais dépêchez-vous donc un peu. Constant du nerf, les gars. Il est mandaté pour faire de la prospection minière. Mais lui-même a d'autres ambitions. Il rêve d'explorer les deux grandes îles de la Nouvelle-Zélande qu'on connaît encore fort peu. Il entreprend son premier voyage d'études en 1859. Il est accompagné par des indigènes maoris. Mais il s'en méfie, car les premiers habitants de Nouvelle-Zélande étaient cannibales, il n'y a encore pas si longtemps. Quels animaux sauvages va-t-il rencontrer? Quel danger recèlent ces îles mystérieuses? À l'époque de Julius von Haast, on ignore encore l'incroyable richesse de la faune et de la flore néo-zélandaise. Peu d'endroits au monde concentrent une telle variété de milieux sur un si petit espace. Une grande chaîne de montagnes appelée les Alpes du Sud. Un littoral parmi les plus beaux du monde. Une épaisse forêt au nord. Et une étonnante région volcanique au sud. La Nouvelle-Zélande est aux antipodes de l'Europe.
C'est le point le plus éloigné de la Terre par rapport à nous. Si nous creusions un tunnel sous nos pieds à travers le globe terrestre, nous aboutirions en Nouvelle-Zélande. Le pays est isolé au milieu de l'océan Pacifique, dans l'hémisphère sud. L'île du Nord et celle du Sud ont une superficie totale de 270 000 km², soit un peu moins de la moitié de la France. La Nouvelle-Zélande compte de nombreux volcans actifs. Uwe Kaolfus étudie leur formation. White Island est une île volcanique inhabitée, située à quelques kilomètres des côtes de l'île du Nord. Il s'y produit jusqu'à 1000 éruptions par jour, mais la plupart ne sont décelables qu'au sismographe. Uwe Kaolfus préparait sa thèse quand il est venu en Nouvelle-Zélande il y a 7 ans. Il est resté, fasciné par tous les phénomènes naturels que le pays offrait aux esprits curieux. Aujourd'hui encore, il aime se rendre sur White Island. Pour lui, c'est comme un laboratoire en plein air. On peut atterrir en plein cratère. C'est assez exceptionnel. Ça permet d'observer les phénomènes volcaniques au plus près. On voit et on sent les émanations de gaz. On sent la chaleur produite par le volcan. On touche vraiment le volcanisme du doigt. Ce n'est pas commun, même pour un géologue. Le volcan expulse plusieurs centaines de tonnes de soufre par jour. Uwe Kaolfus porte un masque pour se protéger des émanations toxiques et de l'odeur nauséabonde. La dernière grande éruption remonte à 2013 seulement. Ce jour-là, le volcan a craché de la boue et des pierres durant 10 minutes. Une colonne de fumée haute de 4 km s'élevait dans le ciel. Tous les volcans actifs peuvent être dangereux. Ici, il y a un risque permanent d'effondrement à cause des versants abrupts. Le danger vient aussi des gaz volcaniques. Et bien sûr, il y a un risque d'éruption. Les éruptions de White Island sont violentes et explosives. Et elles peuvent se produire à tout moment, souvent sans signe avant-coureur. White Island est le sommet émergé d'un volcan sous-marin de 1600 mètres de haut. C'est le plus grand volcan de Nouvelle-Zélande. L'activité sismique est très importante dans la région. La Nouvelle-Zélande est située à la croisée de deux plaques lithosphériques, la plaque pacifique et la plaque australienne. En se déplaçant dans des directions différentes, ces plaques provoquent régulièrement des séismes. La ville de Christchurch a été secouée par un séisme de magnitude 7,1 en 2010, puis par un autre de magnitude 6,3 qui a fait 185 morts l'année suivante. En 2014, la reconstruction de la ville n'est toujours pas achevée. Au nord de Christchurch s'étend une vaste région vallonnée. Julius von Haast est l'un des premiers à s'aventurer dans cette région. Il aime l'opéra et on l'entend souvent chanter. Il faut dire que son voyage est un succès. Il a découvert un filon de charbon d'1 mètre d'épaisseur près de la Grey River. Ses commanditaires seront contents et lui-même pourra se consacrer à ses propres recherches.
Il étudie la formation des 2 grandes îles néo-zélandaises. Quelles forces sont derrière tout cela? Il examine le sol et fait des prélèvements de roches qu'il analysera plus tard. Son intuition lui dit qu'il doit y avoir des choses fantastiques à découvrir en Nouvelle-Zélande. Allez, on repart. Hop, hop, hop. L'arrivée des premiers hommes en Nouvelle-Zélande est très récente, à l'échelle géologique. La date exacte fait encore débat. Mais ils arrivent probablement vers 1300, en provenance de Polynésie. D'autres vagues de migration polynésienne vont suivre. Les descendants des premiers colons fondent la civilisation maori. Cette civilisation est encore très présente en Nouvelle-Zélande. Tanya Schubert MacArthur est une anthropologue allemande. Elle étudie les relations entre les Maoris et les Blancs dans la Nouvelle-Zélande d'aujourd'hui. Elle s'intéresse aux échanges entre les 2 cultures et à la place des Maoris dans la société. Le musicien Oromona Oro est son interlocuteur privilégié. 14% des Néo-Zélandais sont Maoris. Depuis 1987, leur langue est, avec l'anglais, l'une des langues officielles du pays. Pour moi, c'est fascinant d'observer de près quelqu'un comme Oromona. En tant qu'anthropologue, je m'intéresse au rapprochement entre les peuples. C'est très enrichissant. Les All Blacks, l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande, exécutent le haka, la danse de guerre traditionnelle maori, avant chaque match. La musique occupe une place importante dans la culture maori, mais les instruments traditionnels sont peu à peu délaissés. Pai, ou la légende des baleines, a fait connaître la culture maori au monde entier. Sorti en 2002, ce film illustre le déchirement culturel des premiers habitants de la Nouvelle-Zélande. L'héroïne est une fillette de 12 ans prénommée Paikea. Elle doit devenir chef de son clan, mais se heurte aux préjugés sexistes des anciens. Pour sauver une baleine échouée, elle est amenée à la chevaucher et finit ainsi par s'imposer. Les eaux de Nouvelle-Zélande sont fréquentées par les grands cétacés. Les baleines à bosse y trouvent une nourriture abondante. Ainsi que les grands cachalots qui pèsent jusqu'à 50 tonnes. Des orques les suivent partout où ils vont. La Nouvelle-Zélande est un paradis pour les amoureux des cétacés. Depuis 15 ans, le biologiste Jochen Sechmar vit sur un voilier, dans la baie des Îles, dans le nord du pays. Il est devenu spécialiste de la fausse orque, une espèce très peu étudiée.
fosse orque est très craintive. L'équipe de Tsechtmar est en mer depuis plusieurs jours pour tenter de l'apercevoir. En vain. Le plus dur, c'est de les trouver. Ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. On rentre souvent bredouille, mais quand on les trouve, on est largement récompensé. La patience des scientifiques est soumise à rude épreuve. Aujourd'hui, il n'y a aucune fosse orque en vue. Mais des dauphins s'approchent. Jørgen Tsechtmar photographie leur nageoire dorsale. Il mettra les clichés à la disposition des chercheurs du monde entier. La journée s'achève sans qu'on ait vu de fosse orque. Le Northland, qui s'étend derrière la baie des îles, est connu pour ses rivières claires, ses douces collines et ses vastes forêts. La région est baignée par l'océan Pacifique. C'est un condensé de toute la Nouvelle-Zélande. Jørgen Tsechtmar poursuit ses recherches dans la baie. Aujourd'hui est un jour de chance. Son équipe a aperçu une fosse orque. Il faut faire vite. Dans ces cas-là, Tsechtmar filme les cétacés pour pouvoir, dans un deuxième temps, analyser leur comportement. Les fosses orques ressemblent beaucoup aux dauphins, mais elles sont plus grandes et ont la peau plus foncée. Cela peut sembler surprenant, mais les fosses orques et les dauphins chassent ensemble. Tsechtmar l'a établi récemment, avec des images spectaculaires. Cela paraissait incroyable jusqu'alors. Voici d'autres images remarquables. C'était la première fois qu'on filmait un groupe aussi important de fosses orques. Les baleines me fascinent depuis toujours. Même gamin, alors que mes copains se passionnaient pour les dinosaures, moi c'était les baleines qui m'intéressaient. Il y a quelques années, j'étais chez moi et j'ai regardé mes dessins d'enfants. C'était tous des dessins de baleines et de bateaux. C'était vraiment mon rêve d'enfant et ça me plaît toujours autant. La ténacité de Tsechtmar a fini par payer. Il a établi que les fosses orques ne migraient pas. Elles restent fidèles à leur zone de pêche dans la baie des îles. Beaucoup d'Européens sont venus en Nouvelle-Zélande à cause des baleines. James Cook, le célèbre navigateur anglais, débarque en 1769 et tombe sous le charme des deux îles. La plupart des colons européens débarquent sur la côte orientale et les sommets des Alpes du Sud leur barrent le chemin vers la côte occidentale. On demande alors à Julius von Haast de trouver un passage à travers les montagnes. Haast va parvenir à franchir la chaîne de montagnes en 1863. Un col porte aujourd'hui son nom. L'expédition est éprouvante. Le froid, la pluie et la faim sont le lot quotidien de Haast. Mais il fait de grandes découvertes qui lui font oublier ses difficultés. Le glacier François-Joseph. Il tombe notamment sur un immense glacier qu'il dessine et qu'il baptise François-Joseph, en l'honneur de l'empereur autrichien. Glaciers et forêts humides voisinent en Nouvelle-Zélande. C'est ce qui fait la singularité du pays. La glace pénètre dans les vallées sur plusieurs kilomètres. Les Alpes néo-zélandaises parcourent toute l'île du Sud. Le mont Cook en est le point culminant, à 3754 mètres. Les Maoris l'appellent Aoraki.
la montagne qui perce les nuages. Haast est le premier à cartographier la région. Nous retrouvons Uwe Kaulfuss au pied du mont Cook. Contrairement à Haast, il ne recherche pas des ressources minières, mais il veut étudier la formation des montagnes. Les Alpes néo-zélandaises sont le produit de la subduction de la plaque pacifique sous la plaque australienne. Aujourd'hui, elles continuent de s'élever d'environ 1 cm par an. C'est l'une des plus fortes croissances au monde. Les Alpes néo-zélandaises sont une chaîne de montagnes très jeune, beaucoup plus jeune que les Alpes européennes. Elles sont issues de phénomènes qui sont survenus au cours des dernières périodes glaciaires, qui remontent à quelques centaines de milliers d'années, autrement dit hier ou avant-hier pour les géologues. Il y a encore 200 millions d'années, la Nouvelle-Zélande faisait partie du Gondwana, un supercontinent. Elle s'en est détachée il y a 85 millions d'années environ. Une faune et une flore spécifiques se sont alors développées dans l'archipel. Le mont Cook et sa région sont un terrain de recherche passionnant pour Kaulfuss et son équipe. Les fissures leur livrent des informations précieuses sur l'histoire de la Terre. Elles leur montrent les forces à l'œuvre au moment de la formation des montagnes il y a des millions d'années. D'immenses masses de glace ont contribué à éroder la roche. L'équipe effectue des prélèvements pour savoir quel type de roches ont été arrachées par les glaciers. En gros, on poursuit le travail de Julius von Haast, mais dans un autre but, bien sûr. Nous ne cherchons pas à explorer tout le pays. Nous recueillons des informations pour comprendre la géologie de la Nouvelle-Zélande. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. On reçoit régulièrement de nouveaux résultats. C'est ce qui rend le travail du géologue si passionnant en Nouvelle-Zélande. Comme les géologues d'aujourd'hui, Julius von Haast doit présenter des résultats pour obtenir de nouveaux fonds pour ses recherches. C'est avec enthousiasme qu'il fait part de ses découvertes scientifiques aux notables de Christchurch. Mesdames et messieurs, voici l'expédition au lac Wankana. Mais dans sa fougue, il ne remarque pas les regards de mépris. Tout autour de nous, les sommets se dressaient fièrement vers le ciel, alors que juste en dessous, dans les gorges étroites, des tourbillons d'eau écumante déferlaient, nous avions les pieds dans l'eau. Et bien, même au milieu du ressac, nous nous écriâmes 3 fois « Hurrah !» de toutes nos forces. Monsieur Haast, pardonnez ma question, mais dites-moi, n'avez-vous donc rien rapporté d'autre que de vaines paroles? Moi, je préfère de loin ce genre de pierre. Julius von Haast ne s'attendait pas à cela. Toutes ces expéditions, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Sans l'appui de ces notables, il ne pourra pas continuer ses recherches. Julius von Haast n'imagine pas un instant abandonner ses travaux. Il est tombé amoureux de la Nouvelle-Zélande. Le pays possède 15 000 km de littoral. Des plages paradisiaques alternent avec des côtes déchiquetées. Ces plages sont le théâtre d'un phénomène qu'on comprend encore mal, l'échouage massif de cétacés. Jochen Zechmar étudie ce phénomène. Il forme aussi la population locale aux gestes de secours. Il faut remettre les cétacés à l'eau rapidement, mais si on s'y prend mal, on risque de les blesser ou de les tuer.
L'entraînement se fait avec un gros ballon rempli d'eau. D'abord, il faut amener le cétacé à terre pour lui éviter de se noyer dans l'eau peu profonde ballottée par les vagues. Ensuite, il faut le stabiliser et l'arroser pour garder sa peau humide. Un échouage de masse, c'est une vision apocalyptique. Ce sont 50 à 100 cétacés. Certains sont déjà morts, d'autres sont en train de se noyer. Les cétacés sont très intelligents. En général, ils comprennent qu'on cherche à les aider. Il m'est déjà arrivé quelquefois par gros temps de me retrouver dans l'eau sous un cétacé. Eh bien, il m'a remonté à l'air d'un coup de queue. Ils comprennent parfaitement qu'on leur veut du bien et on peut créer des liens assez forts avec eux. Plus il y aura de gens formés aux gestes de secours, plus on sauvera de bêtes. Teshmar en est convaincu. Mais qu'est-ce qui provoque ces échouages? Peut-être des exercices militaires en mer qui désorientent les cétacés, ou une défaillance de leur système d'écholocation qui ne leur signale pas qu'ils arrivent en eau peu profonde. La faune marine néo-zélandaise est d'une richesse incomparable. Les poissons attirent d'innombrables oiseaux marins, comme l'albatros royal. Ses ailes font 3,50 m d'envergure. Sa longévité aussi est impressionnante, puisqu'il peut vivre 60 ans et plus. Il nidifie en Nouvelle-Zélande, dans la seule colonie terrestre d'albatros royaux connue au monde. Les oiseaux migrateurs, comme le fou austral, apprécient également l'abondance de nourriture. Cette espèce aime se regrouper sur la langue de terre située à la pointe septentrionale de l'île du Sud. C'est là que travaille Ingrid Hutzler. Elle est biologiste et œuvre à la protection des animaux. Plusieurs espèces, dont des oiseaux, sont menacées en Nouvelle-Zélande à cause de la déforestation des derniers siècles. Ingrid Hutzler s'intéresse plus particulièrement aux petits oiseaux, comme la barge rousse. Les barges passent l'été en Nouvelle-Zélande. Elles y prennent des forces pour leur migration hivernale, qui les conduit quasiment à l'autre bout du monde. C'est fou de regarder un oiseau comme ça et de se dire qu'il accomplit un tel périple. Mais on ignore encore beaucoup de choses. Pourquoi partent-ils et à quel moment? Il y a tellement de questions, tellement de choses à étudier. Je trouve ça passionnant. Départ pour l'Alaska. Des scientifiques ont équipé des barges rousses d'émetteurs radio pour établir leur trajet migratoire. Elles partent de Nouvelle-Zélande, font escale en Asie, puis poursuivent leur voyage jusqu'en Alaska, où elles nidifient. Elles effectuent le vol retour sans escale, soit 11 000 km en 8 jours. Au total, elles parcourent 26 000 km aller et retour. C'est une prouesse inégalée dans le monde aviaire. Ingrid Hutzler étudie également les huîtriers. Pour connaître leur évolution démographique, elle les recense 2 fois par an. Elle les compte par groupe de 20. Cela lui donne une estimation assez précise de la population totale.
Les chiffres sont en forte baisse, mais on a besoin de chiffres précis, sinon rien ne bougera. C'est pour ça qu'on essaye de recueillir des données. C'est le seul moyen de faire bouger les choses. Avec des chiffres, on peut aller voir le gouvernement et dire « il y a un problème, on est en train de perdre des espèces ». Beaucoup d'espèces d'oiseaux risquent de disparaître d'ici 10 ou 20 ans. Ingrid Hutzler espère éviter aux oiseaux marins le sort du kakapo, une espèce proche de l'extinction. C'est le seul perroquet incapable de voler. Le kiwi est l'animal emblématique de la Nouvelle-Zélande. C'est un oiseau nocturne, lui aussi incapable de voler, ce qui en fait une proie facile pour divers mammifères prédateurs introduits par l'homme. Un autre oiseau menacé, le Nestor kea, qui vit dans les Alpes du Sud. C'est un animal joueur, à l'esprit curieux. Quand il n'y a pas grand-chose à manger, il sait se montrer inventif. Julius von Haast a sillonné les Alpes du Sud. Il n'a pas trouvé beaucoup de ressources minières, mais cela n'a pas terni sa réputation de chercheur. Aussi, lorsqu'on découvre de curieux ossements près de Christchurch, on le fait prévenir. Il entreprend de mettre le squelette au jour. Mais il est surpris par sa stature. Quel animal pouvait bien faire cette taille? La seule réponse possible est le moa, cet oiseau géant dont parlent les légendes. Hop là. Alors, toujours sceptique? Tu verras. Julius von Haast et ses hommes travaillent sans relâche. Ils prennent même leur repas sur place. Le géologue ne le sait pas encore, mais cette découverte va changer sa vie. Les moas sont des oiseaux aujourd'hui disparus, herbivores et inaptes au vol. Les plus grands mesurent 3 mètres de haut. Plus grosses que les mâles, les femelles pèsent jusqu'à 270 kg. D'après les dernières études, l'homme aurait éradiqué les moas à la fin du XIVe siècle. L'activité sismique de la Nouvelle-Zélande est l'une des plus fortes au monde. De majestueux volcans dominent le centre de l'île du Nord. La région est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990. On y trouve des cratères d'effondrement, des sources chaudes, des mares de boue et des fumerolles. Nico Fournier, vulcanologue français, s'y rend régulièrement pour le compte des autorités néo-zélandaises. Il mesure l'activité des volcans. Il s'agit de détecter précocement les risques pour protéger la population. Un des gros avantages de la Nouvelle-Zélande, par exemple, pour un volcanologue, c'est que c'est un jardin qui est magnifique, où on a énormément d'exemples de volcans différents. Donc tous les volcans sont dans le jardin, au fond du jardin finalement, et on peut voir des volcans, des petits volcans, des gros volcans, des volcans qui sont éteints, des volcans qui sont toujours actifs. Donc pour ça, c'est magnifique. Nico Fournier s'est installé en Nouvelle-Zélande il y a 5 ans, fasciné par la richesse géologique de ces îles. La mare de soufre qu'il examine aujourd'hui s'est formée il y a 160 000 ans, à la lisière d'un immense cratère volcanique. Sa température varie en fonction de celle du sous-sol.
on ne surveille pas tous les volcans exactement de la même façon. Donc typiquement, certains volcans qui rentrent en éruption tout le temps, on va pouvoir mieux les comprendre, parce qu'on a beaucoup d'informations. D'autres volcans, par exemple, ne vont pas rentrer en éruption pendant 100 ans, pendant 200 ans, 300 ans. Et donc du coup, on n'a vraiment aucune idée de qu'est-ce qu'on peut attendre, en fait, quelles sont les choses qui peuvent arriver. Donc c'est vraiment la difficulté. Certains volcans, on sait, d'autres volcans, on ne sait simplement pas ce qui peut se passer. Les Moeraki Boulders sont de curieuses pierres sphériques qui pèsent plusieurs tonnes et peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Elles se sont formées au fond de la mer il y a 60 millions d'années par accumulation de dépôts calcaires. Du fait de l'élévation des terres, elles affleurent aujourd'hui sur les plages de l'île du Sud. En Nouvelle-Zélande, Uwe Kaolfus peut toucher du doigt le passé géologique. Il s'intéresse aussi à ces étranges formations rocheuses. L'attrait de la Nouvelle-Zélande vient de ses paysages spectaculaires, bien sûr. Les sommets enneigés des Alpes, les fjords, les glaciers, les volcans actifs. Cette géographie est le résultat de phénomènes géologiques passés et présents. C'est l'endroit rêvé pour travailler quand on est géologue. L'arrière-pays offre également des paysages somptueux. Le Seigneur des Anneaux a été tourné ici en grande partie. La région abrite le plus grand gisement de fossiles, vieux de 23 millions d'années, de tout l'hémisphère sud. Or, les fossiles sont la spécialité d'Uwe Kaolfus. Il faut juste creuser un peu pour les trouver. Quelles espèces animales et végétales peuplaient la Nouvelle-Zélande après la séparation d'avec le supercontinent Gondwana? Et lesquelles sont venues par la mer, depuis l'Australie? Voilà les questions auxquelles Uwe Kaolfus tente de trouver une réponse. On trouve beaucoup de fossiles de végétaux, des feuilles parfaitement conservées, des fruits, des graines, des fleurs avec du pollen. On trouve aussi des insectes, des araignées, des poissons. Mais il y a une grosse part de hasard dans la recherche de fossiles. On ne sait jamais à l'avance ce qu'on va trouver. Bien sûr, on espère découvrir un jour une pièce exceptionnelle, un kiwi fossilisé ou un tuatara, un reptile endémique de Nouvelle-Zélande. Autre question controversée à laquelle Uwe Kaolfus tente de répondre. La Nouvelle-Zélande a-t-elle été entièrement submergée il y a 25 millions d'années? Ces découvertes le donnent à penser. Mais il n'a pas encore pu l'établir avec certitude et il poursuit ses recherches. Uwe Kaolfus est très content de sa découverte du jour, même si ce n'est pas un fossile de kiwi. C'est une feuille parfaitement conservée dans les sédiments. Pour le géologue, des journées comme celle-ci font toute la magie de la Nouvelle-Zélande. Les vestiges de l'histoire naturelle de la Nouvelle-Zélande sont conservés au musée de Canterbury, à Christchurch, un musée fondé par Julius von Haast. Malgré tous les obstacles, von Haast a poursuivi ses recherches et il devient directeur du musée qu'il fonde en 1869. Le jour de l'inauguration, il accueille les notables de la ville. Vous y verrez des végétaux? Il leur présente le joyau de la collection, la découverte spectaculaire qui fait sa fierté après les affronts qu'il a subis dans sa carrière. Je me réjouis tout particulièrement d'exposer dans ce musée de Canterbury une pièce d'une très grande importance dans le domaine scientifique. Elle est là. Voici le Moa. Magnifique. Le Moa? Quel bel animal. Bravo. En l'espace de quelques années, le musée deviendra une référence pour l'étude des Moas et son directeur, une célébrité mondiale. L'homme du Moa.
Un entrepreneur allemand du nom de Bendix Hallenstein est présent le jour de l'inauguration. Monsieur Hallenstein, c'est pour moi un grand honneur de vous accueillir ici. Je vous en prie, tout l'honneur est pour moi. La découverte du Moa, c'est à vous qu'on la doit. Allez, Merci. buvons au Moa. Julius von Haast ne partira plus que rarement en expédition, mais sa réputation de chercheur est maintenant solidement établie. Elle dépasse même les frontières néo-zélandaises. Dans les années qui suivent, Julius von Haast œuvre au développement du système éducatif de la Nouvelle-Zélande. Il est anobli et reçoit le titre de docteur honoris causa de l'Université de Cambridge. Il meurt brusquement le 16 août 1887. 1 millier de personnes assisteront à ses funérailles pour rendre un dernier hommage au découvreur des Moa. De tout temps, la Nouvelle-Zélande a séduit les hommes. On raconte que Dieu créa la terre, puis vit qu'il restait de la place dans l'immensité de l'océan. Alors il prit de chaque pays les plus beaux coins et forma 2 îles paradisiaques, le chef-d'œuvre de sa création. Beaucoup de ceux qui ont visité ce pays ont décidé de s'y installer. Au XIXe siècle, des aventuriers, attirés par l'or, affluent des 4 coins du monde. Ils se retrouvent à Invercargill, qui n'est alors qu'un regroupement de quelques baraques. Bendix Hallenstein est l'un de ces aventuriers. Cette ville est un trou à rats. Crois-tu que cette expédition en Nouvelle-Zélande soit vouée à l'échec? Si nous ne faisons rien, nous allons croupir. Originaire d'Allemagne, il est venu chercher fortune en Nouvelle-Zélande. Il déchantera rapidement face à la réalité de cette ville boueuse et miséreuse. Mais il se ressaisit et imagine d'ouvrir avec ses frères un magasin qui fournirait aux mineurs tout ce qui leur manque. Ce sera Hallenstein Brothers, Hallenstein frères. Non loin de la vieille cité minière, Regina Bernbeck vit ses propres aventures néo-zélandaises. Il y a 4 ans, elle est tombée amoureuse d'un éleveur de moutons et s'est installée sur l'île du Sud du jour au lendemain. Aujourd'hui, elle s'occupe des 30 000 mérinos de l'élevage. Leur laine est utilisée pour la confection de vêtements de plein air. En Allemagne, Regina était commerciale dans le secteur industriel. En Nouvelle-Zélande, elle mène une vie libre, au contact de la nature, à 1000 lieues de son ancienne vie. Mais pour cela, elle a appris à monter à cheval, à conduire un tracteur et à se servir d'un fusil. Quand je suis arrivée, je suis restée bouche bée. C'était le paradis pour moi, et ça l'est toujours. La vue est renversante. On a tout, la mer et la montagne, ça me correspond parfaitement. Située dans la plaine fertile du lac Wakatipu, la ferme du Mont Nicolas est une entreprise familiale qui existe depuis 150 ans. Elle possède pas moins de 40 000 hectares de pâturage. La Nouvelle-Zélande compte près de 40 millions de moutons pour seulement 4,5 millions d'habitants. Les ovins ont été amenés par les Européens au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, Regina et ses collègues ramènent 2000 mérinos dans la vallée, à cheval, avec leurs chiens de berger, comme il y a 150 ans.
On les attend à la ferme pour la tonte. Les tondeurs sont des ouvriers spécialisés, payés à la pièce. L'équipe tond 1 millier de bêtes par jour. Un mérinos produit jusqu'à 5 kg de laine par an. De grands troupeaux de moutons et de vaches paissent dans cette région pourtant aride. Des vues aériennes permettent de se rendre compte des distances. Les herbages s'étendent à perte de vue. Les premiers colons européens les brûlaient souvent car le bétail préfère les jeunes pousses. La végétation néo-zélandaise était très différente avant l'arrivée de l'homme. À la place des prairies, s'étendait alors la forêt, qui couvrait 85% du territoire. Le déboisement a commencé avec l'arrivée des premiers colons. Les Polynésiens utilisaient le bois pour construire leurs maisons et leurs bateaux. Le déboisement s'est accéléré avec l'arrivée des Européens. En 1850, la forêt était déjà très clairsemée. Ensuite, l'homme a continué de défricher pour les besoins de l'agriculture. Aujourd'hui, les arbres typiques de Nouvelle-Zélande n'existent plus que dans quelques régions. Les dernières forêts sont maintenant protégées. Les grands arbres kauri peuvent vivre un millénaire. Le plus célèbre mesure 50 mètres de haut. Les Maoris l'appellent le seigneur de la forêt. Grâce à l'air marin qui s'accumule dans les Alpes néo-zélandaises, une forêt tempérée humide a pu se développer sur l'île du Sud. Ces fougères arborescentes géantes créent une atmosphère magique. Des millions de spectateurs dans le monde sont tombés sous le charme de cette forêt en suivant les aventures des hobbits dans la Terre du Milieu. Bernd Sommer et Andreas Uhl se sentent chez eux dans cette superbe nature néo-zélandaise. Ces deux Allemands amateurs de kayak d'eau vive ont fait le tour du monde pour découvrir le meilleur spot. Et c'est ici qu'ils l'ont trouvé. Le Kaituna est un torrent de montagne tumultueux. Ils vivent leurs rêves tous les jours. La descente peut paraître facile à les voir faire, mais ils ont des années de pratique derrière eux. C'est le paradis des amateurs de kayak. On a tout ici. Des chutes d'eau, des petites vagues, de belles gorges dans lesquelles on est tout seul, c'est super. Toute la descente est géniale. Pas juste un ou deux endroits. À l'origine, le kayak était un bateau rapide et maniable utilisé par les chasseurs inuits de l'Arctique. Au XIXe siècle, c'est devenu un sport et un loisir. La Nouvelle-Zélande est l'endroit rêvé pour le kayak, car elle possède un réseau hydrographique de plus d'1 millier de cours d'eau. On y trouve aussi des cascades de plusieurs centaines de mètres de haut. Les plus hautes se trouvent dans le Fiordland, sur l'île du Sud. Cette hydrographie exceptionnelle s'explique par la situation géographique du pays. Les vents d'ouest apportent des masses d'air marin chargées d'humidité
dans les terres. Les nuages s'accumulent dans les montagnes de l'ouest et se déchargent. Dans cette région, l'une des plus pluvieuses au monde, les précipitations peuvent atteindre 8 mètres par an, soit 10 fois plus qu'en région parisienne. L'eau de pluie, en ruisselant, forme d'innombrables cours d'eau. Au XIXe siècle, c'est dans ces rivières que les aventuriers cherchent de l'or. C'est le moyen le plus rapide de faire fortune. Après la découverte des premières pépites en 1861, c'est la ruée vers l'or. Le précieux métal attire des milliers de personnes venues des 4 coins du monde. Et les orpailleurs se fournissent chez Hallenstein Frères. Bendix Hallenstein a ouvert un magasin à Queenstown, une bourgade qui compte alors 10 000 habitants. La ville est en plein essor, mais elle possède peu de commerce. L'homme d'affaires s'engouffre dans cette brèche. Il vend des vêtements, du tissu, du mobilier, des matériaux de construction, mais aussi du parfum et des médicaments. Bientôt, tout Queenstown se fournit chez lui. Sa fortune est faite. Mais l'essor économique provoqué par la ruée vers l'or va-t-il durer? C'est dans les montagnes de l'Otago, à l'est de Queenstown, que les chercheurs d'or tentent leur chance. Toutes les techniques sont utilisées pour trouver le métal jaune, de l'orpaillage dans les rivières à l'exploitation de mines à ciel ouvert ou de mines en galerie. Mais la ruée vers l'or ne dure que quelques années. Aujourd'hui encore, on peut trouver de l'or dans les rivières de la région. Et cette perspective attire toujours des aventuriers. Ainsi, Daniel Gerber et Johnny Reichelt ont repris le travail abandonné par les orpailleurs du XIXe siècle. Cette rivière, le Polnunburn, contient du métal précieux selon eux. Il faut dire que la région fut un temps la plus riche en or du monde. Leurs prédécesseurs employaient des moyens rudimentaires. Ils ont aujourd'hui des méthodes plus efficaces. On a un peu un sentiment de liberté et d'aventure. On travaille à deux et on cherche de l'or sur notre propre concession. On ne sait jamais à l'avance si on va vraiment trouver quelque chose ou pas. Il y a une grande part de chance. Johnny Reichelt plonge dans l'eau avec un aspirateur durant plusieurs heures. Il va fouiller le fond en quête d'or, dans une eau à 8 degrés. Ce n'est pas une partie de plaisir, et sans sa combinaison, le froid ne serait pas supportable. Pendant ce temps, Daniel Gerber sonde la rive avec un détecteur de métaux. Son ami et lui possèdent une concession sur 30 km de rivière, mais ils ne savent pas où exactement ils vont trouver de l'or. Johnny Reichelt aspire les sédiments. L'or est plus lourd et reste au fond. Au bout de plusieurs heures de recherche, de minuscules pépites brillent au fond d'une crevasse, sur le lit de la rivière. Johnny a trouvé de l'or. L'or provient des entrailles de la Terre. Le magma terrestre remonte vers les couches supérieures de la Terre et refroidit. C'est le moment où l'or et d'autres minéraux se cristallisent. Après plusieurs millions d'années, les filons d'or affleurent à la surface de la Terre.
L'eau en arrache des morceaux qui se brisent à l'infini et finissent par se déposer, généralement dans des coudes de rivière. Daniel Gerber le sait bien. Il est chercheur d'or depuis des années. Mais malgré tout le soin qu'il met à choisir ses emplacements, il n'est jamais sûr de trouver de l'or. Avec son compère, il travaille dans un site magnifique, au pied des Alpes néo-zélandaises. Le massif parcourt l'île du nord au sud sur 450 km. Il compte 17 sommets de plus de 3000 mètres. D'immenses glaciers se jettent dans la mer, au milieu de la forêt humide. C'est un phénomène unique au monde. « 10% du territoire sont aujourd'hui des zones naturelles protégées. La Nouvelle-Zélande compte 14 parcs nationaux. Le plus ancien est le Tongariro, sur l'île du Nord. Le plus grand est le parc national du Fiordland, dans le sud-ouest de l'île du Sud. C'est dans cet écrin de nature qu'est située la ferme du Mont-Nicolas. Nous retrouvons Regina Bernbeck. Elle accueille des touristes dans sa ferme. C'est un concept de vacances qu'elle a importé de son Allemagne natale. Elle sert à ses hôtes des repas préparés avec les légumes de son jardin. Elle leur fait également découvrir les beautés de son pays d'adoption. Pour accéder aux régions les plus reculées, l'hélicoptère est le seul moyen de transport. Regina et son compagnon proposent des tours en hélicoptère dans les montagnes. Dave est un passionné d'aviation. Sur les hauts plateaux, on ne rencontrait autrefois que des bergers et leurs troupeaux. Aujourd'hui, ils sont le havre de paix des vacanciers européens. Je vois tout de suite s'ils sont stressés. Dans ce cas, je les emmène dans des endroits déserts, où il n'y a aucun bruit et où il n'y a pas de réception pour les téléphones portables. Au bout d'un jour ou deux, ils sont parfaitement détendus et heureux. La Nouvelle-Zélande accueille 2,5 millions de touristes par an. Elle a l'ambition de devenir la première destination de tourisme vert au monde. Regina Bernbeck s'inscrit dans ce mouvement. Ses hôtes aiment cette région reculée, inaccessible au plus grand nombre. Il y a 150 ans, Bendik Sallenstein offre lui aussi un bout de nature à ses compatriotes. Sur une presqu'île en friche, il aménage les jardins de Queenstown, un magnifique parc botanique. Les années ont passé, mais la chance continue de lui sourire. C'est désormais un homme d'affaires renommé qui possède des magasins dans toute l'île du Sud. Monsieur le maire, enchanté. Mes chers concitoyens, Il est élu maire de Queenstown en 1869. Il va profiter de sa position pour élargir son cercle de connaissances et développer ses affaires, car il a un nouveau projet,
fabriquer lui-même les vêtements qu'il vend dans ses magasins. Il veut ouvrir sa propre usine textile. Levons nos verres à la Nouvelle-Zélande. Santé et prospérité pour Queenstown. Aujourd'hui, les jardins créés par Hallenstein attirent un public nombreux, venu de Queenstown et d'ailleurs. On y voit une sélection d'arbres et de fleurs originaires d'Europe, très exotiques ici. La flore de la Nouvelle-Zélande est unique. Elle s'est totalement dissociée de la flore du reste du monde. 85% des espèces néo-zélandaises sont endémiques. La plupart ont des feuilles persistantes. De fortes précipitations conjuguées à un ensoleillement important expliquent cette flore luxuriante. Johnny Reichelt et Daniel Gerber, eux, ne sont pas là pour admirer le paysage. Aujourd'hui, ils doivent déblayer le terrain avant de pouvoir reprendre le travail. Pour eux, la logistique est un vrai défi. Le ravitaillement arrive par voie aérienne. Ils vont passer plusieurs semaines en pleine nature, loin de toute civilisation. Ils attendaient avec impatience la livraison de carburant. Il faut dire qu'ils viennent de découvrir un filon très prometteur. S'il s'inflige ces longues journées de travail harassantes, c'est pour ces instants-là. L'or brille au fond d'une crevasse. Johnny ne voit pas le temps passer sous l'eau. Il fouille avec frénésie. D'autres pépites apparaissent. Certaines sont grosses comme le pouce. C'est une découverte sensationnelle. Leur peine est largement récompensée. Chaque pépite qu'on remonte est une pièce unique. Chacune a son histoire. Qu'on l'ait trouvée toute seule ou avec d'autres pépites dans une crevasse, elle représente beaucoup de travail. Ils ont fait une bonne récolte, semble-t-il. Mais nous ne saurons pas combien d'or ils ont trouvé au total. Tout juste nous diront-ils qu'ils sont tombés sur un filon exceptionnel. Exceptionnels, les volcans de l'île du Nord le sont aussi. Les cratères enneigés se suivent sur une ligne qui traverse l'île. Tout près de là se trouve une curiosité formée par l'éruption d'un volcan il y a 130 ans seulement. Nous retrouvons le Français Nico Fournier. Il fait partie de l'équipe chargée de surveiller l'activité des volcans néo-zélandais. La vallée de Waimangu est un endroit qui est particulièrement intéressant pour nous parce que c'est un laboratoire naturel. Donc c'est un endroit très très jeune, qui bouge beaucoup avec des lacs qui montent, qui descendent et qui est facilement accessible pour nous. Donc on peut venir faire plein de mesures et vraiment apprendre plein de choses sur les volcans. Le lac du cratère des Enfers est une autre curiosité géologique. Il peut atteindre 30 mètres de profondeur et abrite le plus grand geyser du monde, qui est malheureusement caché au fond du lac.
Avec une caméra thermique d'une valeur de 100 000 €, le vulcanologue mesure la température du lac. C'est un indicateur de l'activité souterraine. La manière dont on surveille des volcans, c'est en surveillant des symptômes à la surface. Et un de ces symptômes, par exemple, est la température, des sources chaudes, des lacs de cratères. Donc on vient et on prend des mesures de la température et ça nous permet au cours du temps de savoir si jamais on voit une augmentation, par exemple, qu'il se passe quelque chose en profondeur et qu'on a de l'énergie qui peut remonter, qui vient du magma, par exemple. Les volcans représentent une menace pour la population. Mais ils sont aussi une richesse. 16% de l'électricité néo-zélandaise provient de centrales géothermiques. Les énergies renouvelables représentent environ 80% de l'électricité produite, et cette part doit encore augmenter. Du fait de son isolement géographique, la Nouvelle-Zélande ne peut pas importer d'électricité des pays voisins. Elle a toujours dû subvenir elle-même à ses besoins. L'essentiel de l'électricité consommée par ses 4,5 millions d'habitants est issu de centrales hydrauliques. La Nouvelle-Zélande ne possède pas de centrale nucléaire. Un vaste réseau de distribution achemine l'électricité à travers le pays. Une part importante de la production est absorbée par l'une des plus grandes usines néo-zélandaises, une fonderie d'aluminium de l'île du Sud. Le tourisme et l'agriculture sont les deux grands domaines d'activité économique de la Nouvelle-Zélande. La viticulture en particulier s'est beaucoup développée ces dernières années, car le climat est excellent pour la vigne. Kai Schubert a cherché le vignoble idéal dans le monde entier. C'est en Nouvelle-Zélande qu'il l'a trouvé. Depuis 16 ans, il cultive ici, avec Marion Daimling, sa compagne, du merlot, du syrah et surtout du pinot noir, pour lequel il a une passion. Formé en Allemagne, ce viticulteur bichonne sa production et utilise des méthodes ultramodernes. Mais plusieurs étapes de la production se font encore à la main. C'est le seul moyen d'obtenir la qualité qu'il recherche. En fait, nous sommes un vignoble européen, mais notre domaine est en Nouvelle-Zélande. En Europe, on n'aurait pas pu acheter un bon vignoble. Soit les propriétaires ne veulent pas s'en défaire, soit ils les vendent trop cher pour nous. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, on a pu trouver un sol et un climat favorables pour réaliser notre rêve. Kai et Marion font vieillir leur vin dans des fûts de chêne fabriqués en France. Ils le goûtent régulièrement et cherchent sans cesse à l'améliorer. Le résultat est là. Leurs vins sont primés et se vendent dans le monde entier. Le pinot noir est particulièrement demandé. Kai Schubert, un viticulteur plein d'audace, s'inscrit dans la lignée des grands entrepreneurs tels que Bendix Hallenstein. En 1873, Hallenstein ne veut plus importer les vêtements qu'il vend et il crée sa propre usine textile, la New Zealand Clothing Company. Mais la chance finit par tourner. L'usine est trop grande, les charges fixes trop élevées et la production se vend mal. Hallenstein est à court d'argent. Alarmés par ces mauvaises nouvelles, ses frères débarquent en Nouvelle-Zélande pour une réunion de crise, la première de l'histoire de Hallenstein frères. Bendix leur dresse un sombre bilan de la situation. Non seulement les ventes stagnent, mais en plus, les clients n'honorent pas leurs dettes. Ses réserves sont épuisées
et son banquier lui demande de rembourser ses emprunts. Il est désespéré. L'œuvre de toute sa vie est menacée. Je suis dans un sacré pétrin, mes frères. Il me faut d'urgence une nouvelle stratégie pour l'usine. Or, j'ai les mains liées, je ne peux rien faire. À cause de Hallenstein frères. Sur la productivité de l'usine, il n'y a rien à redire. Après des heures de discussion, les frères décident de se défaire de l'usine. Le problème est la concurrence des produits importés. Cela suffira-t-il à empêcher la faillite de Hallenstein frères? Bendix en doute. Mais ses frères sont confiants. Nous sommes les Hallenstein. Nous allons trouver une solution. Le dos au mur, Bendix a une idée qui va sauver son entreprise. Fini les créances qui ne sont jamais honorées. De la vente au détail. Dorénavant, tous les clients devront payer comptant. Paiement comptant. Et pour les attirer dans ses magasins, Bendix proposera des promotions. Voilà sa nouvelle stratégie. Au XIXe siècle, les colons comme Bendix Hallenstein venaient en Nouvelle-Zélande dans l'espoir de faire fortune, pas pour la beauté des paysages. Aujourd'hui, les choses ont changé. Parmi les nouveaux arrivants, beaucoup sont des amoureux de la nature. De nombreux Français et Allemands s'installent dans le pays des grands nuages blancs, comme disent les Maoris. La place ne manque pas. On compte 15 habitants au kilomètre carré, contre 228 en Allemagne et 117 en France. Des otaries s'ébattent sur une plage. Elles ont failli disparaître à la fin du XIXe siècle, éradiquées par les chasseurs qui vendaient leur fourrure à prix d'or. Grâce à l'interdiction de chasse promulguée dès 1894, leur population a augmenté et aujourd'hui, entre 50 et 60 000 otaries vivent sur les côtes néo-zélandaises. Elles sont capables de plonger à plus de 200 mètres de profondeur et trouvent de la nourriture en abondance sur ces côtes. Des manchots en forêt. Ce n'est possible qu'en Nouvelle-Zélande. Leurs conditions de vie sur la côte ont dû se dégrader à une certaine époque et ils se sont réfugiés dans la forêt pour survivre. L'inconvénient est qu'ils ont maintenant un long chemin à parcourir pour rejoindre leur zone de pêche. Autre espèce rare, le lion de mer de Nouvelle-Zélande, qu'on a également chassé pour sa fourrure. La côte s'étend à perte de vue. Il y a assez de place pour les bêtes et les hommes. Nous retrouvons Bernd Sommer et Andreas Hull, les deux mordus de sport d'eau. Comme beaucoup de Néo-Zélandais, ils passent tout leur temps libre à faire du sport. Aujourd'hui, c'est du stand-up paddle. Bernd Sommer avance dans les vagues en pagayant debout sur une planche de surf. Ce sport viendrait des pêcheurs de Polynésie. À l'origine, il était réservé aux rois et aux chefs de clan. Aujourd'hui, c'est un sport à la mode. Quand la vague est bonne et que tout va bien, on prend son élan et on part. On glisse. C'est génial. Il y a sans doute peu d'endroits au monde où on peut skier le matin, surfer l'après-midi et descendre une rivière le soir. Ici, on a tout sous la main. Les Néo-Zélandais, surnommés les Kiwis, sont un peuple sportif qui aime l'eau. Les amateurs de sensations fortes sont ici chez eux. Ce sont des Néo-Zélandais qui ont inventé le saut à l'élastique à la fin des années 80.
Le pays est aussi le paradis du vol à voile. Les conditions y sont excellentes pour les planeurs, qui glissent sans bruit dans le ciel au-dessus d'une nature époustouflante. L'île du Sud est située dans les 40e rugissants, une zone ainsi nommée en raison de ses vents violents. De fortes tempêtes balaient l'océan. Les montagnes de la côte ouest forment un barrage naturel. Du côté abrité, les courants ascendants sont idéaux pour tous les sports aériens. Mais pour les marins, les 40e rugissants sont redoutables. Les navires en détresse sont nombreux dans la zone. Or, en raison de son isolement géographique, la Nouvelle-Zélande est très dépendante du commerce maritime. Ces immenses porte-conteneurs importent des marchandises dont le pays a un besoin vital. Auckland est son principal port. L'isolement géographique a toujours été un défi pour les entreprises néo-zélandaises. Au moment où l'aventure industrielle de Bendix Hallenstein menace de tourner court et où il manque de tout perdre, il continue de fabriquer des vêtements de qualité à Dundee et se montre une nouvelle fois inventif. Pour faire barrage aux produits importés à bas prix, il appelle ses compatriotes à acheter néo-zélandais. Et ça marche. Michael! Hé, Michael, viens voir! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu le journal? Ils disent qu'avec notre usine, nous avons apporté une contribution qui est absolument remarquable au développement de l'industrie manufacturière néo-zélandaise. Ah oui? Eh oui! Ah, c'est merveilleux! Incroyable! Regarde, Attends, je lis. je vais l'afficher au tableau. La stratégie de Bendix Hallenstein est payante. Les ventes décollent et il ouvre plusieurs boutiques. Hallenstein veut également offrir de bonnes conditions de travail à ses salariés. Tea time. Tous les après-midi, le patron offre le thé aux ouvrières. De grandes fenêtres apportent de la lumière et de l'air frais dans l'atelier. C'est une innovation à l'époque. Les ouvrières sont contentes et travaillent mieux. La Nouvelle-Zélande a été colonisée très tard par les Européens, et on y sent encore l'esprit des pionniers comme Bendix Hallenstein. Les migrants qui arrivent de l'hémisphère nord sont un peu déboussolés, car ici, l'été touche à sa fin en avril, quand le printemps s'annonce à peine en Europe. Nous retournons une dernière fois à la ferme du Mont-Nicolas, où l'arrière-saison déploie ses couleurs. Regina Bernbeck a beaucoup de choses à faire à l'automne. Par exemple, faire du bois de chauffage. Regina a appris toute seule à utiliser une tronçonneuse. Elle voulait à tout prix se prouver qu'elle pouvait se faire à cette nouvelle vie. La beauté des paysages lui a facilité les choses. Dans les montagnes de Nouvelle-Zélande, l'hélicoptère est un moyen de locomotion courant pour Regina et son compagnon.
Ils inspectent leur domaine à la recherche des clôtures à réparer avant l'hiver. C'est l'un des travaux typiques de l'automne. Ils ignorent la longueur totale de leur clôture, mais il doit y en avoir plusieurs centaines de kilomètres. Alors forcément, il y a quelques fils de fer rouillés ou arrachés par les serres. Le cerf a été introduit en Nouvelle-Zélande par des chasseurs européens. Sans prédateurs naturels, il s'est beaucoup développé. C'est une plaie pour les agriculteurs parce qu'il détruit les clôtures et la flore indigène. Regina et Dave réparent les clôtures pour éviter que leurs moutons n'aillent se perdre dans la neige en altitude cet hiver. En effet, il n'est pas rare que les montagnes soient enneigées l'hiver. À l'automne, Regina et Dave tombent parfois sur des moutons à l'épaisse toison. Ce sont des bêtes qui ont échappé à la tonte pendant 2 ou 3 ans parce qu'elles se sont cachées ou qu'on les a oubliées. In the middle. If you go out kind of this way, just to make sure they definitely run down the fence, you know what I mean? Yeah. You ready? Toute cette laine bouche la vue au mouton, qui ne peut survivre qu'en troupeau. Mais pour l'attraper, c'est du sport. Un mouton mérinos donne généralement 5 kg de laine. Celui-ci en a 2 ou 3 fois plus sur le dos. Une belle somme d'argent qu'il n'est pas question de laisser s'échapper. Direction, la tondeuse. En Allemagne, je travaillais dans un bureau. Je ne connaissais rien à l'agriculture ni aux bêtes. J'ai tout appris ici, en Nouvelle-Zélande. Ça me plaît beaucoup. Je ne voudrais pas changer. Bendix Hallenstein est resté fidèle à son pays d'adoption jusqu'à la fin de sa vie. En 1883, il est à l'apogée de sa carrière. Ses affaires marchent à merveille. C'est un patron dont personne n'ose contester la parole. Hallenstein frère emploie désormais 1 millier de personnes au total dans tout le pays. Mais il sait qu'il doit sa réussite à ses ouvrières et c'est l'un des rares entrepreneurs à refuser ce qu'on appellerait aujourd'hui le dumping social. Je préfère cesser l'activité de l'entreprise que faire des affaires en pratiquant des salaires de misère. Je le dis haut et fort. Il est absolument exclu que je m'enrichisse aux dépens d'autrui. Musique. Il a appris de ses erreurs et son entreprise est désormais un modèle en Nouvelle-Zélande. Bendix Hallenstein a quitté l'Allemagne dans sa jeunesse pour tenter sa chance à l'autre bout du monde. Après des débuts aventureux, à l'époque de la ruée vers l'or, il a réussi à fonder un empire. « 150 ans plus tard, cet empire existe toujours. Et une quarantaine de boutiques réparties dans tout le pays arborent son nom. Une réussite exemplaire. La Nouvelle-Zélande fait rêver les Européens depuis 2 siècles.
Elle leur donne envie de partir à l'aventure, d'explorer des territoires vierges où tout reste encore à découvrir. Elle leur donne envie d'une autre vie. Ce rêve, certains l'ont réalisé. Jorunn Sechmar assouvit sa passion pour les cétacés. Ove Kaolfus étudie le passé géologique de la Nouvelle-Zélande. Nico Fournier surveille ses volcans. Daniel Gerber et Johnny Reichelt espèrent trouver beaucoup d'or. Quant à Regina Bernbeck, elle cultive son jardin dans cette nature généreuse. Ces hommes et ces femmes nous ont fait découvrir leur pays d'adoption, son histoire, ses paysages fabuleux, son âme fascinante. La Nouvelle-Zélande, cette terre aux antipodes de la nôtre, nous fera sûrement rêver encore bien longtemps.